Les gens commencent à dire c'est le film qui va remettre en question l'industrie du cinéma français. C'est un gros machin, c'est très compliqué à faire. Mais évidemment, tout ça a été balayé le jour de la sortie, où le film a quand même fait 2 millions d'entrées la première semaine, et personne s'y attendait. Je m'appelle Christophe Gans, et je vais vous raconter les coulisses du Pacte des loups, un film que j'ai réalisé en 2001. J'ai fait Crying Freeman. Crying Freeman a été un film que personne n'attend et qui fait un bon score. Le film a fait 900 000 entrées, ce qui était totalement inespéré à l'époque. D'une certaine manière, le succès d'estime de Crying Freeman a pavé la voie au Pacte des loups. Il y avait un ami à moi qui avait travaillé avec moi à Starfix, qui s'appelle François Cognard, qui avait donc développé le Pacte des loups avec un jeune scénariste qui s'appelait Stéphane Cabel. Donc j'ai reçu le script. Et j'ai rappelé le lendemain François Cognard pour lui dire je veux faire le film. Il faut se replacer dans l'époque, c'était l'époque où Canal+ avait acquis Universal. Et donc Pierre Lescure, qui tenait Canal+, avait envie de démontrer aux gens de Universal qu'en France, on pourrait peut-être faire nous aussi un blockbuster, un film qui envoie à l'écran. Entre le moment où j'ai lu le script, le moment où on a débuté le tournage, il s'est passé à peine 6 mois. Au tout départ, le film devait être fait en 90 jours et il devait faire à peu près 20 millions d'euros, ce qui était déjà considérable. Moi, quand j'ai fait le plan de travail du film, moi, j'ai pas trouvé 90 jours, j'en ai trouvé 115. Et donc, je suis allé voir les producteurs en disant « Je suis désolé, le film ne rentre pas dans 90 jours. » Et je leur ai dit « Je vais donc vous proposer des coupes. » Et les coupes m'ont été refusées. Parce que si on coupait telle scène, c'était avec tel acteur, et le film avait été vendu, et l'acteur était apparemment important pour tel territoire, machin, etc. Ils voulaient le film le plus gros possible. À l'arrivée, le film a fini en 140 jours de tournage et à peu près 30 millions d'euros. Donc on a tout explosé. Et ensuite, j'ai fait Silent Hill et j'ai fait La Belle et la Bête. C'est des films qui ont été faits en 60 jours. Crying Freeman avait été fait en 30 jours. Il y avait aussi une chose qui était aberrante dans le plan de travail à l'origine, c'était le fait que le film étant tourné en décor naturel, on pouvait pas se retourner. Chaque endroit avait été repéré pour une scène en particulier et on pouvait pas y faire une autre scène. Alors que dans un film qui se passe en studio ou un film qui est tourné dans un milieu urbain, vous pouvez toujours vous rabattre sur une scène à faire pendant que on résout le problème. Là, il n'y en avait pas. Quand on commençait à tourner une scène au soleil et qu'une heure plus tard, c'était couvert, qu'on refaisait le plan qu'on avait fait au soleil, qu'on le faisait couvert, et qu'une heure plus tard, il se mettait à pleuvoir, et ainsi de suite, que des fois, une journée, on tournait 2 plans. Et ça a donné lieu, évidemment, à des retards qui ont fait aussi la réputation du film. Le film, très rapidement, s'est retrouvé orné de cette réputation toujours un peu douteuse, un peu ambiguë, d'un film qui dépassait son budget, qui dépassait son temps de tournage, etc., etc. Le film a été annoncé, il y avait des affiches dans Paris, avec une date et le film n'est sorti que 3 mois plus tard. Non seulement c'était le film qui dépassait tout, mais en plus qui ratait sa date de sortie. Et pourtant, je monte pendant que je tourne. Donc, le soir, je vais voir les montages des scènes, les machins. Mais néanmoins, on n'est pas arrivé, on ne pouvait pas tenir un délai pareil, surtout avec un film aussi énorme. Mais ça nous a permis de faire le film correctement. C'est-à-dire que dans un film comme ça, tous les détails comptent. Tout joue à l'écran. Par exemple, moi, j'ai passé beaucoup de temps à trouver des chevaux dont la crinière s'accorde à la couleur des cheveux des acteurs. Quand Marc Dacascos montait sur son cheval avec ses longs cheveux noirs et que le cheval avait aussi... D'une certaine manière, ça crée le personnage. Le souci du détail est aussi une façon de rendre compte de la psychologie des personnages, de leur position à l'intérieur du film et du récit. Des gens sont morts ici. Il y a un film qui s'appelle La Rage du Tigre. C'est un film qui raconte donc l'amitié entre 2 chevaliers. L'un va mourir et l'autre va finir le travail en assimilant quelque part en partie son ami mort. Et évidemment, la relation entre Fronsac et Manny dans le Pacte des loups est une référence directe à La Rage du Tigre. D'ailleurs, sur le plateau, j'avais d'une part David Hu, qui était à 17 ans assistant monteur sur La Rage du Tigre, et j'avais aussi Philippe Kwok, aux chorégraphies, et il a tourné pour Chang-Chi une bonne 20aine de films. C'est pour ça que le film a une grosse réputation en Asie, c'est parce qu'il est considéré là-bas comme un bon exemple de l'assimilation du wuxia-pian, c'est-à-dire du film de chevalerie chinois, par l'Occident. Mais le film repose sur les mêmes mécanismes. Quand Vincent Cassel, à la fin, écarte sa cape comme ça en disant « Tout fantôme que tu es, je vais te couper en 2. » Je lui disais, tu vois, là,
T'es le méchant de La Rage du Tigre, mais t'es habillé, fringué, coiffé, comme un méchant dans les dessins animés de Yoshiaki Kawajiri. Il me dit, arrête avec ton charabia, je veux pas le savoir. Faisons la scène. C'est comme un fantasme, en fait, quand je travaille sur le découpage d'un film. C'est-à-dire que la technique doit être au service d'une idée qui est d'abord une idée visuelle ou narrative. Je me retrouvais dans le script entre une scène d'amour et puis un passage de saison. Mais je me suis dit, Monica est nue, et si la caméra commence à frôler son ventre, remonte vers sa poitrine, et au moment où on croit qu'on va voir ses seins, ça devient des montagnes couvertes de neige. Là, tu dis, c'est assez cool, ça. Et à l'époque, tout le monde me disait, mon Dieu, Christophe, putain, mais vraiment, t'as pas honte de faire des trucs pareils? Je dis, mais pourquoi non. J'essaie de me dire, tiens, et si on surprenait les gens à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui se passait qui faisait, ah, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, tiens. Tu devrais être content. Ils avaient fait des affiches, ça ressemblait à un film de loup-garou, quoi. Et je lui dis, non, c'est pas ça, on va pas faire du pognon en faisant un film de loup-garou. Je vous le dis tout de suite, les mecs. Et les mecs, donc, je disais, mais qu'est-ce que tu vois, toi? Comment tu vois le film? Et je lui dis, moi, je veux voir Batman et Robin. Comment ça, tu vois Batman et Robin? Mais je vois 2 mecs masqués. Mais c'est où ça dans le film? C'est nulle part. Et donc, je leur ai proposé de faire donc une séquence très ouvertement inspirée de l'ouverture de Django, de Sergio Corbucci. Mais on va le faire avec des mecs masqués. Mais pourquoi ils sont masqués? Je dis, ils sont masqués parce qu'il pleut des cordes, et ils ont des tenues de cocher. Et en plus, je vais leur mettre des tricornes, parce que comme j'adore Orange Mécanique, ils vont ressembler aux droguistes d'Orange Mécanique. Et donc la scène se déroule en montagne, et il faut qu'il pleuve des cordes et des cordes et des cordes et des cordes. Donc on fait monter des camions-citernes remplis d'eau, qui pendant des jours entiers vont canarder de l'eau glaciale sur les acteurs, les cascadeurs, etc. Et on va filmer une scène qui néanmoins a l'avantage de nous avoir permis de créer l'affiche. Et puis surtout, c'est une affiche qui a cela d'intéressant, c'est qu'elle donne tout de suite l'idée que c'est pas un film réaliste de KPDP, que c'est un film comic book de KPDP. Quand je fais le Pack des loups, brusquement, tout devient tendu, quoi. Et les gens commencent à dire, c'est le film qui va remettre en question l'industrie du cinéma français, c'est un gros machin, c'est très compliqué à faire, ça va peut-être se planter. Mais évidemment, tout ça a été balayé le jour de la sortie, où le film a quand même fait 2 millions d'entrées la première semaine, et donc c'était juste incroyable, quoi. Personne s'y attendait. Le soir des chiffres, quand j'ai vu les gens danser sur la table et que j'ai vu leur soulagement que le film fonctionne, je me suis rendu compte à quel point le film aurait pu être un désastre, aurait pu être une sortie de route anthologique, quoi. J'ai anticipé sur un truc qui s'est vérifié d'ailleurs quelques jours après, qui est que on n'allait pas me pardonner d'avoir fait ce film, et surtout que ce film marche. Il y a des gens qui m'ont plus jamais adressé la parole depuis ce jour-là. J'ai entendu des choses comme le succès du Pack des loups a pris le succès à des films plus important, ce film n'est pas ce qu'on devrait faire dans le cinéma français, et ainsi de suite. Il a pas changé le cinéma français, il n'y a pas eu de gens qui ont essayé de faire suite à ce film, il n'y a rien eu après, le Pack des loups. C'est un truc à part, c'est comme un météore qui arrive dans ton jardin, quoi. Mais voilà, c'est un météore dans le jardin du cinéma français.